Mathieu et Véronique. Mathieu. Là aujourd'hui, effectivement, on fait un focus sur le RAID et sur la BRI, et c'est tout à fait légitime. Mais moi, je veux faire porter un propos qui est plus global. C'est qu'aujourd'hui, depuis 2015 spécifiquement, les policiers sont un peu, en quelque sorte, les pompiers de tous les problèmes de la société. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème dans la société, on envoie la police. Il y a le terrorisme islamiste, ce sont les policiers qui sont en première ligne. Il y a la question du narcotrafic, ce sont les policiers qui sont en première ligne. Il y a les faits de délinquance qui deviennent des faits, non plus divers, mais des faits de société. Encore une fois, ce sont les policiers. Il faut organiser des compétitions sportives. L'Euro 2016, la finale de la Ligue des Champions. Il faut organiser les Jeux Olympiques. Ce sont les policiers qui le font sur leurs horaires, même de travail, qui ne sont pas encore toutes rémunérées. Et qu'on sacrifie leurs vacances. Le ministre exactement de l'Intérieur doit de l'argent aux policiers. Enfin, en tout cas, vous le direz mieux que moi. Il y a encore, on peut démultiplier tous les exemples comme ça. On envoie les policiers. Et moi, ce que je trouve qui est le plus choquant d'un point de vue politique, c'est que depuis 2015, on a des responsables politiques, notamment François Hollande et Emmanuel Macron, il faut le dire, qui n'ont pas, je trouve, suffisamment respecté la police. François Hollande s'est fait élire en 2012 avec un programme qui était très très faible et très très léger vis-à-vis de la police. Il n'a pas augmenté les effectifs de police avant 2015. Il a fallu attendre les attentats de 2015 pour qu'il se réveille avec Manuel Valls et qu'il décide justement de faire un virage un peu plus sécuritaire. Emmanuel Macron a parlé de violence policière. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'un point de vue global, politique, c'est que les politiques qui utilisent le plus la police sont des politiques donc de gauche ou macronistes qui n'ont d'une certaine façon pas suffisamment, qui ont un peu négligé d'une certaine façon les policiers sur la politique de ressources humaines, sur les augmentations d'effectifs, sur les augmentations budgétaires. Et je trouve que ça, c'est un véritable problème, je ne sais pas si vous partagez cet avis ou pas, entre les policiers et les forces de l'ordre sur le terrain et le plus haut sommet de l'État, notamment au niveau des responsables politiques. Véronique Jacquier, ensuite. Non, mais moi, j'utilise du cash, pas beaucoup, mais j'utilise du cash quand même aussi. Non, mais c'est vraiment l'archétype de la fausse bonne idée, ou de la très mauvaise idée, en fait. Donc, pénaliser. D'ailleurs, Gérald Darmanin dit, oui, il le dit lui-même. Non. Vous pénalisez 60 millions de Français pour 250 000 narcotrafiquants, ça n'a aucun sens. Non, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur beaucoup d'autres sujets, c'est-à-dire plutôt le rehaussement de la politique pénale face aux narcotrafiquants, la question de la saisie des produits stupéfiants, etc. C'est plutôt vers ce type de mesures-là qu'il faut aller. Nous, on a sorti un rapport, on a une trentaine de mesures dessus. Mais là où je rejoins un peu ce qu'a dit Véronique, c'est en fait, il faut vraiment se poser la question de pourquoi les gens consomment de la drogue. C'est véritablement une question de civilisation. Nous, on travaille beaucoup sur les modèles de civilisation et on a vu que, par exemple, la Chine, avec les guerres de l'opium, c'est comme ça que l'empire chinois et la civilisation chinoise s'est effondrée. C'est par la consommation de drogue parce qu'à un moment donné, il y a eu 50 millions de Chinois qui consommaient de l'opium de manière régulière et ça rend une société, pardonnez-moi de le dire, un peu débile. Et donc, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est bien cela, c'est la consommation de drogue, de cannabis, plus de 5 millions aujourd'hui de consommateurs réguliers, donc c'est-à-dire dans le mois en France, c'est quelque chose qui n'a jamais été atteint jusqu'à présent, et surtout l'envolée, vous l'avez rappelé, de la cocaïne, avec une augmentation par 4 sur les 20 dernières années de la consommation de cocaïne. Mais pourquoi les gens consomment de la drogue? Il y a effectivement la question métaphysique, et puis il y a aussi un autre élément tout simple, c'est que le prix de la drogue dans notre pays et sa disponibilité a considérablement été amoindri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gramme de cocaïne est beaucoup moins cher, 40 € à peu près le gramme, qu'il ne l'était il y a encore même 5 ans. Et c'est pour cela, c'est pour toutes ces raisons. Donc ça touche des gens qui sont de moins en moins aisés pour pouvoir qu'ils puissent aujourd'hui consommer de la cocaïne, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il faut véritablement agir sur la consommation, le narcotrafic, avant d'essayer de s'atteler à des mesures communistes ou totalitaires qui vont, pardonnez-moi de le dire, un peu emmerder la vie des gens. Allez, donc bien sûr, on ne peut que saluer au fond la décision de ce maire. Mathieu. Oui, je rejoins ce que vous venez de dire. C'est le plus important, en fait, c'est que la culture de l'excuse mène de fait à une culture d'impunité et qui mène à la récidive. Puisque quand on est excusé continuellement par des politiques ou des responsables de l'administration de ne pas être légitime des actes que l'on fait, eh bien, de fait, on récidive puisqu'on se sent justement dans l'impunité la plus totale, etc. Le vrai sujet, me semble-t-il, il est double. Et c'est ce que vous venez un peu tous de dire. C'est qu'il y a un point qui est intéressant. Nous, on travaille beaucoup sur les modèles étrangers. On a travaillé sur le modèle de Rudolph Giuliani, maire de New York, dans les années 90, dans une ville qui était extrêmement criminogène. Un des éléments qui est important sur les questions de sécurité, c'est ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon mener une guerre psychologique aux délinquants, aux racailles et à ce que Bruno Retailleau a appelé les narco-racailles. Et pour cela, effectivement, il faut casser la loi des gangs et la loi des caïds. Mais ça suppose déjà de poser le bon diagnostic sur ce que sont aujourd'hui devenus les fameux territoires perdus de la République, les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça, c'est le premier point de manière psychologique. Et on voit bien que Rudolph Giuliani a réussi avec la théorie de zéro vitre brisée, c'est-à-dire que vous ne laissez pas aujourd'hui des quartiers où vous avez des voitures qui sont systématiquement brisées. Vous ne laissez pas aujourd'hui des jeunes en situation de délinquance dans la rue tout le temps parce
qu'aujourd'hui, c'est ce qui va alimenter le phénomène que vous avez très bien décrit de bandes et de récidives. Et ensuite, après, le deuxième point, c'est de rétablir l'ordre. Et pour rétablir l'ordre, il n'y a pas de 36 000 options. Le bras armé de l'ordre dans les quartiers, c'est la police. Et la police ne peut être efficace que si la justice suit, que si l'on rehausse la politique pénale, que si on a, un rehaussement des peines et qu'on a surtout une effectivité des peines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'une peine de prison est prononcée, elle puisse être exécutée. Sans tout cela, vous n'y arriverez pas. Et puis ensuite, au contact, les policiers qui sont au contact des gens doivent être protégés juridiquement. Moi, il y a un chiffre qui m'a toujours marqué, c'est qu'on dit toujours que la police est un corps quasiment autocontrôlé, qui se contrôle tout seul, qui est hors de contrôle, etc. Or, avec l'IGPN, il y a 3 enquêtes par jour contre un policier. Il n'y a aucun autre corps de la société, l'éducation nationale ou la santé ou quoi que ce soit, qui est aussi contrôlé que les policiers. Et à un moment donné, ça suffit qu'on ait des partis politiques qui nous expliquent que la police tue, qui alimentent la haine des flics, etc. Parce que tout ceci alimente d'une certaine façon la culture de l'excuse dont on a parlé précédemment. Michel. Dire aussi, on peut se dire aussi qu'on est à 10 ans, ça fait 10 ans justement que François Hollande a déclaré la guerre contre le terrorisme islamiste et qu'on peut se dire qu'à cette date-là également, je pense que ça fait trop longtemps aussi, mais qu'à cette date-là, c'est on célèbre ceux qui ont contribué à l'effort et à la réponse, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime, mais 2 aussi, il faut qu'on puisse réfléchir à cette nouvelle décennie de guerre contre le terrorisme islamiste qui a profondément muté par rapport à ce que vous avez connu en 2015. Aujourd'hui, on est face à des terroristes qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont beaucoup plus, par exemple, mineurs. On a de plus en plus, si on prend le dernier chiffre du ministère de l'Intérieur, l'an passé, la quasi-totalité des attentats déjoués islamistes étaient le fait de mineurs. Je pense que c'est aussi l'occasion, on est à 10 ans et nous on a sorti un rapport dessus, on est à 10 ans de la guerre contre le terrorisme. On voit bien que cette guerre-là a eu des succès à certains égards au regard du nombre d'attentats déjoués, mais on a aussi des grands échecs sur beaucoup de sujets. Il faut aussi repenser, je pense, et ouvrir une nouvelle décennie de guerre contre le terrorisme islamiste. Il est 18h30 sur Europe 1. Et ça, c'est important parce que les Français sont dans l'attente. Et le nombre de sondages que nous lançons, oui, exactement. On peut dire, voilà, mais à un moment donné, les Français en ont assez. Il va falloir des actes. Et 2 ans pour agir. Juste 2 ans. S'il n'y a que des constats, ça ne marchera pas. Vous avez raison, Thierry. L'équation en fait, de l'élection 2027, elle est la suivante. Cette élection-là ne ressemblera pas aux élections de 2017 et de 2022 pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y aura ni Emmanuel Macron qui ne peut pas se représenter et potentiellement ni Marine Le Pen, alors que, à cause de ses déboires judiciaires, si l'appel confirme justement la sanction en première instance, alors que ce sont les 2 candidats qui, au premier tour de l'élection 2017 et 2022, ont rassemblé plus de 50% des suffrages. Donc vous avez déjà un premier point, c'est quel leadership, que ce soit, au niveau du Rassemblement national, au niveau des Républicains ou au niveau du bloc central, ou même au niveau de la gauche, quel est le candidat dans cette élection qui est une élection différente. Le deuxième sujet qui est important et qui est justement transpartisan, et je rejoins un peu ce que vous venez de dire, c'est que le candidat qui gagnera l'élection présidentielle 2027 sera le candidat qui va réussir à rompre avec l'impuissance publique. Parce que quand vous regardez l'ensemble des sujets, et c'est pour ça que je dis que vous avez raison, sur l'ensemble des thèmes, sur l'éducation, l'insécurité, les questions migratoires, les questions liées aux dérives liées à l'assistanat dans notre pays, le pouvoir d'achat, etc., on peut démultiplier les sujets. Le véritable problème que voient les Français à chaque fois, et c'est pour ça que sur tous les sujets, tous les enquêtes d'opinion, on est plutôt à 60, 70%, voire 80% de Français qui sont d'accord avec une proposition, c'est qu'ils nous disent la chose suivante: les politiques peuvent faire des belles promesses, mais elles ne sont jamais appliquées. Il y a trop d'impuissance publique et aujourd'hui, c'est ça le véritable mot. Sur l'enjeu de tous les futurs candidats. Noémie Alioua, très rapidement.